L'exercice que nous allons travailler maintenant se place dans l'espace vectoriel R4 canoniquement euclidien, c'est-à-dire muni de son produit scalaire usuel pour lequel la base canonique est une base orthonormée. On considère l'espace vectoriel engendré par les vecteurs V1, V2, V3 et on nous demande dimension et base de l'orthogonale de V, la base de Schmitt obtenue en orthonormalisant V1, V2, V3, puis vérifier que le vecteur U est bien dans V et déterminer les coordonnées dans la base orthonormée que l'on a déterminée précédemment. Voilà. Que du classique, que du court, que des figures imposées, c'est parti. Première partie, on me demande de déterminer quelle est l'orthogonale de V. Alors pour déterminer l'orthogonale de V, je vais me donner un vecteur x, y, z, t appartenant à R4. Et je vais chercher à quelles conditions nécessaires et suffisantes ce vecteur appartient à l'orthogonale de V. Donc ce vecteur, je vais lui donner un nom, ici je vais l'appeler n. Donc le vecteur n appartient à l'orthogonale de V à quelles conditions nécessaires et suffisantes. Et pour être dans l'orthogonale de V, d'après le cours, il faut être orthogonal à une famille génératrice de V. Or on a une famille génératrice de V, puisque les vecteurs V1, V2, V3 forment une famille génératrice. Donc on récupère un système, on va le voir, hein, qui est que le produit scalaire de n par V1 doit être égal à 0, le produit scalaire de n par V2 doit être égal à 0, et le produit scalaire de n par V3 est égal à 0. Donc ces deux propriétés-là sont équivalentes, parce que je viens de dire, être dans l'orthogonale de V, c'est équivalent à être orthogonal à une famille génératrice de V. Alors comme on a dit qu'on travaille dans R4 canoniquement euclidien, le produit scalaire c'est le produit scalaire canonique de R4, donc le produit scalaire du vecteur n avec le vecteur V1, ça va nous donner donc x plus y est égal à 0. Puis par le même biais, on va récupérer x moins z plus t est égal à 0. Et enfin, y plus z plus t est égal à 0. Alors on est ramené à un système de 3 équations à 4 inconnus, homogènes. Donc ce système va admettre des solutions. Alors on va appliquer la méthode de Gauss, hein, qui consiste à échelonner mon système. Donc je vais dire que x plus y est égal à 0. Je vais remplacer la deuxième équation par la deuxième équation moins la première, ce qui va me donner moins y moins z plus t est égal à 0. Et enfin la dernière équation. De même, en ajoutant par exemple à cette équation-là l'équation du dessus, on va récupérer un système qui est échelonné, puisque on va récupérer... oui, ouais, j'aurais pu aussi éliminer le terme qui était ici en ajoutant, c'est vrai. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, on va quand même s'en sortir, puisqu'on récupère ici directement en additionnant que 2t est égal à 0, donc t est égal à 0. Donc, moralité, le vecteur n appartient à l'orthogonale de V, à quelles conditions nécessaires et suffisantes. Maintenant, on peut résoudre le système en remontant. On obtient donc que t est égal à 0. Du coup, je peux exprimer par exemple z en fonction de y et x en fonction de y. Donc, je vais pouvoir dire que z va être égal à moins y. Et je peux dire que x est également égal à moins y. Par conséquent, on obtient donc que l'orthogonale de V, c'est l'ensemble des vecteurs de coordonnées x, y, z, t qui vérifient les contraintes qui sont ici. Donc c'est les vecteurs de la forme moins y, moins y, 0, où y appartient à R. Pour récupérer une famille génératrice, eh bien on a simplement à factoriser y, on va récupérer y facteur de moins 1, 1, moins 1, 0, y appartient à R. On obtient donc que c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées moins 1, 1, moins 1, 0. Donc on récupère directement que la dimension de l'orthogonale de V est égale à 1, puisqu'il est engendré par un seul vecteur qui n'est pas nul. Donc ce vecteur-là forme une famille libre et génératrice de l'orthogonale de V. Et on peut conclure
sur la dimension de V si on le désire, puisqu'on ne l'a pas cherché, et on savait qu'on allait l'obtenir avec l'orthogonale. Effectivement, on peut dire que la dimension de R4, c'est la dimension de V plus la dimension de l'orthogonale de V. Ça vient du fait que dans un espace euclidien, V et V orthogonale sont supplémentaires de R4. Donc la dimension de R4, c'est la dimension de V plus la dimension de l'orthogonale de V. On récupère donc directement que la dimension de V est égale à 3. Et donc par voie de conséquence que cette famille, elle était non seulement génératrice de R3, mais c'était également une base de R3, puisque génératrice à 3 vecteurs en dimension 3. Petit intérêt, c'est que l'ensemble V, maintenant, je peux le définir comme étant l'orthogonale de ce vecteur. Donc je peux dire que V, c'est l'ensemble des quadruplets x, y, z, t, qui ont un produit scalaire nul avec ce vecteur-là, donc tel que x moins y plus z est égal à 0. Donc ça nous permet d'obtenir l'ensemble V, si on le désire, avec une équation. C'est pas demandé, mais c'est pas plus mal. Donc voilà les réponses aux questions demandées. La deuxième question demande de calculer la base de Schmitt obtenue avec les vecteurs V1, V2, V3. Alors on sait que le procédé de Gram-Schmitt permet à chaque étape de calculer un nouveau vecteur. C'est parti. Donc j'applique la méthode qu'on a vue en cours. La première étape consiste à prendre comme premier vecteur de ma famille orthogonale. Je vous rappelle, on cherche déjà une famille orthogonale et après on la norme. Donc le premier vecteur de ma famille orthogonale, c'est le premier vecteur de ma base. Donc ça va être le vecteur V1 de coordonnées donc 1, 1, 0, 0. Donc là, si vous le normez, vous avez trimballé 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, 0, 0. Bof, on n'a pas trop envie de trimballer des racines de 2. Donc on normera à la fin. Deuxième étape, alors on va chercher un vecteur qui est dans la direction de V2 et orthogonal à epsilon 1. Donc on sait qu'on cherche un vecteur epsilon 2 tilde sous la forme donc V2 plus alpha fois le vecteur que j'ai déjà construit, où alpha est un nombre réel, en ajustant alpha de sorte que le produit scalaire entre le vecteur epsilon 2 et le vecteur epsilon 1 soit nul. Donc pour avoir la condition epsilon 2 orthogonale à epsilon 1, eh bien cette condition-là, on va l'obtenir en calculant le produit scalaire entre epsilon 2 et epsilon 1. Je vais juste remplacer epsilon 2 par la forme qu'on a prise. Et en développant le produit scalaire par rapport à la première place, on va récupérer que alpha, c'est l'opposé de V2 scalaire epsilon 1 tilde sur le produit scalaire de epsilon 1 tilde par epsilon 1 tilde. Donc là maintenant on va pouvoir calculer les produits scalaires. Donc là je fais mes calculs ici. V2 scalaire epsilon 1 tilde, c'est en fait V2 scalaire V1 puisque epsilon 1 tilde c'est ça. Donc là, le vecteur V2 il est là, voilà c'est ça. Donc si je fais le V2 scalaire epsilon 1 tilde, je vais récupérer 1 plus 0 plus 0 plus 0, ben ça fait juste 1. Et si on calcule epsilon 1 tilde, la norme de epsilon 1 tilde, c'est la norme de ce vecteur-là, c'est 1 au carré, plus 1 au carré, plus 0 au carré, plus 0 au carré, c'est 2. Donc on en déduit que alpha va être donc égal à moins 1,5. On n'a plus qu'à calculer qui va être le deuxième vecteur de ma famille orthogonale, donc le vecteur epsilon 2 tilde. Et le vecteur epsilon 2 tilde, donc, c'est le vecteur qui est là, V2 plus alpha epsilon 1. Donc c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, moins 1, 1. Alors moins 1,5 du vecteur précédent, donc moins 1,5, virgule 1,5, 0, 0. Alors on peut calculer ces coordonnées un peu plus proprement. Sa première coordonnée, ça va être 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Sa deuxième coordonnée, ça va être moins 1,5. Sa troisième coordonnée, ça va être moins 1. Et sa dernière coordonnée, ça va être 1. Donc voilà les deux premiers vecteurs de ma base de Schmitt.
troisième étape. Troisième étape, on va chercher le troisième vecteur. Donc on sait qu'on le cherche dans la direction de V3 et on corrige avec le vecteur epsilon 2 tilde déjà construit et avec le vecteur epsilon 1 tilde déjà construit. Donc alpha et bêta sont des réels que je vais ajuster de manière à obtenir d'une part que epsilon 3 tilde est orthogonal à epsilon 1 tilde et d'autre part que epsilon 3 tilde est orthogonal à epsilon 2 tilde. Donc on va chercher ces conditions. Les conditions, c'est que le produit scalaire de V3 plus alpha epsilon 2 tilde plus bêta epsilon 1 tilde scalaire epsilon 1 soit égal à 0. Or, quand on développe cette expression, on va récupérer V3 scalaire epsilon 1 tilde plus alpha epsilon 2 tilde scalaire epsilon 1 tilde. Ces deux vecteurs sont construits pour être orthogonaux, donc ce terme-là disparaît, plus bêta epsilon 1 tilde epsilon 1 tilde. Si vous préférez, la norme de epsilon 1 tilde au carré est égale à 0. Donc on trouve comme valeur de bêta, la valeur de bêta, ça va donc être moins V3 scalaire epsilon 1 tilde sur le produit scalaire de epsilon 1 tilde avec lui-même. Alors vous notez que cette condition-là va donner du même style, il suffit de remplacer ici là et epsilon 1 par epsilon 2. Donc c'est la partie qui est là qui va partir. On va donc récupérer que alpha va être égal à moins V3 scalaire, donc on a dit epsilon 2 tilde, sur le produit scalaire de epsilon 2 tilde par lui-même. Donc pour calculer notre vecteur, epsilon 3, il suffit de calculer alpha, il suffit de calculer bêta, et calculer le vecteur qu'on aura obtenu, et c'est gagné. Donc là, on continue de calculer nos petits produits scalaires pas à pas. Donc on va calculer V3 scalaire epsilon 1 tilde. Donc V3, c'est le vecteur qui a que des coordonnées égales à 1 en dernière coordonnée. Si je fais le produit scalaire avec lui, ça va juste donner 1. Et epsilon 1 tilde scalaire epsilon 1 tilde, on l'a déjà calculé. Donc là, on récupère que bêta est égal à moins 1,5. Ensuite, on calcule V3 scalaire epsilon 2 tilde. Donc V3, c'est lui, epsilon 2 tilde, il est là. Ça revient à additionner les trois dernières coordonnées. Donc on va récupérer moins 1,5. Donc on récupère donc que le terme qui est là vaut moins 1,5. Il ne nous reste plus qu'à calculer epsilon 2 tilde scalaire epsilon 2 tilde, c'est-à-dire la norme de ce vecteur au carré. Epsilon 2 tilde scalaire epsilon 2 tilde. Donc c'est la somme des carrés des coordonnées. Donc ça fait 1 quart plus 1 quart. 1 quart plus 1 quart, ça fait 1,5. 1,5 plus 2. Ça donne donc 5,5. Donc la valeur de alpha, ça va être moins le quotient de 1,5 par 5,5. Ça fait donc 1/5. Moralité, on n'a plus qu'à calculer le vecteur epsilon 3 pour récupérer les coordonnées qu'on cherche. Donc epsilon 3 tilde, ça va être égal à... Alors on va ajouter les premières coordonnées entre elles. La première coordonnée, donc ça va être la première coordonnée de V3 qui vaut 0, plus alpha, donc alpha on a dit que c'était 1/5 plus 1/5 de epsilon 2. Alors epsilon 2 il est là, donc ça fait 1/10. Voilà. Moins 1,5 du vecteur epsilon 1, donc moins 1,5. On continue, ensuite la coordonnée de V3 c'est 1. Ensuite on a dit donc alpha c'est associé à epsilon 2. Donc plus 1/5 de cette quantité là, donc moins 1/10, moins 1,5 de bêta, donc toujours moins 1,5. Alors ensuite les coordonnées ici ne comptent pas, donc il n'y a plus rien qui va dépendre de bêta, on peut se focaliser sur les deux vecteurs. La coordonnée de V3 ici, elle vaut 1, et on a dit qu'on fait plus, donc 1/5 de cette coordonnée-là, donc moins 1/5. Et enfin, la petite dernière, c'est 1 plus 1/5. Allez, on n'a plus qu'à simplifier son expression. Donc ici, on va récupérer, alors ça va faire moins 4/10,
ça fait moins 2 sur 5. Ici, on va récupérer 10 moins 1, 9. 9 moins 5, 4. 4 sur 10, ça fait 2 sur 5. Ici, on va récupérer donc 1 moins 1 cinquième, 4 cinquièmes. Et ici, 1 plus 1 cinquième, 6 cinquièmes. Voilà le vecteur epsilon 3. Alors, on peut vérifier qu'il est bien orthogonal à epsilon 1. Effectivement, on récupère 1,5 moins 1,5, c'est gagné. Et on peut vérifier qu'il est orthogonal à ce vecteur-là. Donc, on obtient ici 6 cinquièmes moins 4 cinquièmes, ça fait 2 cinquièmes. Et ces deux termes-là vont donner... Donc, j'ai dit combien de cinquièmes là? J'ai dit 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, 2 cinquièmes. Et là, on est en train de retirer moins 4 cinquièmes, moins 4 cinquièmes. Et bah, ça marche. Donc, on obtient le résultat a priori. Donc, on obtient que la famille epsilon 1 tilde, epsilon 2 tilde, epsilon 3 tilde. Pour l'instant, hein, ce qu'on a obtenu, c'est une base. Attention, elle est orthogonale. Hein. C'est une base orthogonale de l'espace vectoriel V. Pour pouvoir obtenir une base orthonormée, il faut encore calculer la norme des différents vecteurs et on n'aura plus qu'à diviser par leur norme. Le calcul de la norme de epsilon 1 a déjà été effectué. La norme de epsilon 1 tilde, on l'avait calculée au carré, elle valait 2. Donc la norme de epsilon 1 tilde, c'est racine de 2. On a aussi calculé la norme de epsilon 2 tilde. La norme de epsilon 2 tilde, c'est racine de 5 sur racine de 2, sur racine de 2, sur racine de 5. Il nous reste donc maintenant à calculer la norme du dernier vecteur, c'est-à-dire la norme du vecteur qui est là, la norme de epsilon 3 tilde. Alors pour ça, moi je vais calculer sa norme au carré. Donc là, on va récupérer 4 plus 4 plus 16 plus 36 sur 25. C'est la somme des carrés des composantes. Donc là, on va récupérer 40 et 20, 60. 60 donc, sur 25. Ça se réduit pas mal. Puisque si on divise par 5, on va récupérer ici 12 pour le premier et 5 pour le deuxième. Quand on pose la division par 5, on n'a plus qu'à prendre la racine de ce terme-là. Donc là, on avait 2. Donc epsilon 3 tilde, c'est donc égal à, donc racine de 12 sur racine de 5, c'est-à-dire 2 racines de 3 sur racine de 5. Donc la base orthonormée que l'on cherche, c'est la famille qui est formée de epsilon 1 tilde sur la norme de epsilon 1 tilde, epsilon 2 tilde sur la norme de epsilon 2 tilde, et epsilon 3 tilde sur la norme de epsilon 3 tilde. Ces vecteurs-là, je vais les baptiser epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc voilà notre base orthonormée. Hein. Ceci, c'est bien une base orthonormée de l'espace vectoriel V. Alors on comprend bien hein, pourquoi le procédé de Gram-Schmidt, hein, on ne le fait pas quand on a strictement plus de 3 vecteurs. Hein. On voit que les calculs quand même sont pas sympathiques et on voit qu'on n'a pas intérêt à normer les vecteurs au fur et à mesure. Sinon, on va trimballer des quotients avec racine de 2, avec racine de 2 sur racine de 5, et avec racine de 5 sur 2 racines de 3, hein, ce qui est quand même pas très avantageux. Alors, il nous restait à vérifier que le vecteur U était bien un vecteur de V, et de calculer les coordonnées de U dans la base précédente. Alors, là, je vais m'aider de la deuxième question et de la première question. Dans la première question, vous vous rappelez, on avait déterminé l'orthogonale. L'orthogonale, c'était le vecteur de coordonnées, enfin la droite vectorielle engendrée par le vecteur moins 1, 1, moins 1. Alors je vais faire un petit dessin, alors dans R4 on ne peut pas dessiner, mais je vais faire comme si je travaillais avec le supplémentaire d'une droite, donc ce qui va représenter V, ça sera un plan évidemment, et l'orthogonale, on a vu qu'il était dirigé par le vecteur n, donc le vecteur n, c'est le vecteur de coordonnées, donc on a dit moins 1, 1, moins 1, 0. Donc voilà, là on a trouvé l'orthogonale de V, donc qui est dirigée par ce vecteur-là. Voilà. Hop, ça c'est l'orthogonale de V. Et on me demande, est-ce que ce vecteur-là est dans V? Alors pour le vérifier, je vais dire, il suffit qu'il soit orthogonal à ce vecteur-là, puisque
l'orthogonale de cet ensemble-là, c'est l'ensemble V. Donc j'obtiens que U appartient, le vecteur U appartient à V, si et seulement si, son produit scalaire avec le vecteur N est nul. Donc j'ai qu'à calculer ce produit scalaire. Donc calculons le produit scalaire de N par U. Donc le vecteur N, ses coordonnées sont là, le vecteur U, ses coordonnées sont là. Donc on récupère, puisqu'on travaille avec le produit scalaire canonique, hein, on est dans R4 canonique non euclidien. Donc ça va me donner moins 1 plus 4 moins 3 plus 0. Oh, ça fait bien 0. Donc on vient bien de démontrer que le vecteur U, ben, il est quelque part dans l'espace V. Donc au final, on obtient bien que le vecteur U appartient à V. Alors maintenant, comme je connais une base de V, la base qui est donnée par la base orthonormée qui est donnée par epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4, on me demande de trouver les nombres alpha, bêta, gamma, tels que U s'écrivent comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Alors, ça peut faire peur, hein, parce que quand on voit, je ne sais pas où j'ai fait les calculs, là, ça peut faire peur, hein, parce que quand on voit la tête quand même des vecteurs, hein, il faudrait prendre les vecteurs qui sont là, il faudrait encore les diviser par ces horreurs-là. On se dit, putain, on est foutu, hein, résoudre le système associé, ça va être vraiment horrible, ça va être une souffrance. Mais non, pas du tout. La famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, c'est une base orthonormée de V. Donc on sait bien que les coordonnées ici, le nombre alpha, c'est le produit scalaire de U par epsilon 1. Bêta, c'est le produit scalaire de U par epsilon 2. Et gamma, c'est le produit scalaire de U par epsilon 3. Donc les voilà les coordonnées de ce vecteur. On peut le vérifier, si vous faites le produit scalaire de U par epsilon 1, ça va faire alpha norme de epsilon 1 au carré qui vaut 1. Epsilon 1 scalaire epsilon 2, ça vaut 0 puisque la base est orthonormée. Epsilon 3 scalaire epsilon 1, ça vaut 0. Donc on n'a pas à le vérifier. On a montré en cours que quand on travaille dans une base orthonormée, les coordonnées du vecteur dans cette base, c'est simplement les produits scalaires selon les vecteurs concernés. Donc là, je ne fais pas le calcul, mais voilà, on a directement que notre vecteur U, il s'écrit comme la somme pour k variant entre 1 et 3 de U scalaire epsilon k. Et voilà nos coordonnées. Et voilà l'exercice.